Sud Radio, l'affaire dans l'affaire, Stéphane Simon. Bonjour, bienvenue à tous pour votre rendez-vous avec le fait de société, le True Crime, l'affaire dans l'affaire, une émission en partenariat avec la revue Affaires criminelles. Ensemble, nous revisitons les affaires qui font l'actualité. Chaque semaine avec Jean-Marie Bordry. Bonjour Stéphane. Victor Lefebvre, rédacteur en chef des affaires criminelles. Adrien Pelletier, spécialiste média, expert en communication. Bonjour à tous les trois. Et aujourd'hui, nous allons vous parler de l'affaire de la tuerie de Flavin, un mystère qui plane depuis plus de 25 ans. La pire Saint-Valentin qu'ait connu ce charmant village situé au sud de Rodez. Et pour en parler avec nous, nous sommes ravis d'accueillir aussi Johanna Rosenblum, psychologue, clinicienne. Bonjour Johanna, ravi de vous retrouver. Nous allons remonter le temps. C'était il y a 25 ans, presque jour pour jour. C'est une affaire criminelle effrayante et mystérieuse. Le meurtre d'une partie de la famille Moulinier en février 2000. Une enquête qui va conduire la gendarmerie du petit village de Flavin jusqu'aux États-Unis, en passant par la Suisse, l'Italie et les Pays-Bas. Un crime mystique, imprévisible, sauvage. Mais si vous le voulez bien, commençons par rappeler les faits. Voici le récit de la tuerie de Flavin. Le lundi 14 février 2000, c'est la Saint-Valentin et Patrice Moulinier, 42 ans, ne l'a pas oublié. Ce dépanneur, dans une société d'équipement frigorifique, a pris soin d'acheter des fleurs pour sa femme dans la matinée. Il essaye depuis de la contacter, mais elle ne décroche pas. Il décide alors de repasser chez lui dans le petit village de Flavin, à 10 km au sud de Rodez, pour la pause déjeuner. Il veut vérifier que tout va bien pour sa compagne Manuela Blasquez, 36 ans, avec qui il vient d'avoir un bébé. Patrice et Manuela se sont rencontrés il y a 6 ans en Espagne. Un vrai coup de foudre. 3 ans plus tard, elle s'est décidée à quitter sa ville natale pour rejoindre Patrice dans l'Aveyron. Avant de tomber amoureux de Manuela, Patrice a été marié plusieurs fois et a eu 2 filles avec 2 femmes différentes. Vanessa, 20 ans, Morgane, 12 ans. Morgane vient d'ailleurs d'arriver à Flavin pour passer les vacances d'hiver. Elle s'entend bien avec Manuela et elle est ravie de s'occuper de Martin qui a alors 5 semaines. Lundi 14 février, donc, après avoir tenté de joindre Manuela sans succès, Patrice rentre à Flavin. Lorsqu'il arrive chez lui, tout est calme. Patrice monte à l'étage des chambres et Patrice tombe sur une scène d'horreur. Dans une des chambres, sa femme est couchée sur le lit et gît dans une mare de sang. À côté d'elle, Morgane, sa fille, est morte aussi. Leur bébé a disparu. Patrice se précipite alors dans la rue en criant que sa femme et sa fille ont été assassinées. Patrice, totalement effondré, est bientôt conduit à la brigade de gendarmerie la plus proche. Rapidement, la maison est investie par les enquêteurs. Ils constatent eux-mêmes la violence de la scène qui s'est déroulée dans la chambre. Manuela a pris une balle de 22 longs rifles dans la nuque à une distance d'environ 1 mètre. Morgane, elle, est étendue au pied du lit. Elle a sans doute voulu se défendre puisque la balle du tueur lui a d'abord transpercé la paume de la main avant d'atteindre la tête. Apparemment, les corps n'ont pas été bougés après leur mort. Une course contre la montre s'enclenche. Il faut retrouver au plus vite le bébé. Une 60aine de gendarmes et militaires ratissent 50 tonnes de déchets dans les décharges des environs de Rodez. Ils fouillent les cours d'eau également autour de Flavin, mais sans résultat. 2 techniciens de l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale arrivent depuis la région parisienne. Ils doivent relever sur place des empreintes digitales et autres indices biologiques. Dans la soirée, les corps de Manuela et Morgane sont transportés à l'Institut médico-légal de Montpellier, dans l'Hérault. Les enquêteurs privilégient pour l'instant une piste familiale, car aucune effraction n'a été constatée. La maison n'a pas été fouillée. Aucune trace de lutte n'est visible. Un portefeuille contenant 100 francs est même bien en évidence sur la table du salon. L'enquête de personnalité débute. Patrice et Manuela étaient installés depuis un peu plus de 6 mois à Flavin et avaient jeté leur dévolu sur une vieille ferme qu'ils ont rénovée ensemble et aménagée. Manuela a travaillé quelques semaines comme cuisinière au restaurant, le seul du village, avant de prendre son congé de maternité. C'est une jolie femme brune, une employée efficace et discrète qui devait reprendre son travail dans 1 mois. Dans ce village, où on remarque d'habitude chaque allée et venue, ce matin, personne n'a rien vu ni entendu. Pourtant, la maison est loin d'être isolée, elle est située juste en face du bureau de poste. L'interrogatoire de Patrice Moulinier ne débouche sur rien non plus. Au début, les enquêteurs se demandent s'il n'a pas quelque chose à voir. Mais il ne ment jamais aux enquêteurs et les 2 clients chez lesquels il s'est rendu le lundi matin confirment bien qu'il était là et qu'il a honoré ses rendez-vous.
Les enquêteurs ont aussi procédé à ce qu'on appelle un tamponnage sur les mains de Patrice. Pas de traces de poudre, ce sont des mains de quelqu'un qui n'a pas utilisé d'arme à feu. Il est donc remis en liberté dans la foulée. L'heure du crime se précise, Manuela et Morgane ont été tués entre 8h45 et 11h30. Mais dans la matinée, le cabinet médical qui suit d'ordinaire Manuela apprend aux gendarmes qu'elle a appelé le cabinet à 9h30 le matin pour prendre rendez-vous et elle avait une voix parfaitement normale, elle ne semblait pas du tout inquiète. Le meurtre a donc eu lieu entre 9h30 et 11h30. Les enquêteurs butent sur les motivations du criminel. Dans l'hypothèse d'un enlèvement, pourquoi avoir tué la mère et la demi-sœur? Pourquoi ne rien avoir volé dans l'hypothèse d'un crime de rôdeur? Reste l'hypothèse d'une vengeance intrafamiliale, mais les enquêteurs ne trouvent pas de conflit entre les deux familles. Reste à fouiller du côté des relations professionnelles ou amicales. Quelqu'un avait-il des raisons de leur en vouloir? Ils espèrent découvrir un mobile plausible qui pourrait les mener au meurtrier parce que dans ce type d'affaires d'homicide, statistiquement, l'auteur est le plus souvent un familier. Le vendredi 18 février, les enquêteurs décident de diffuser la photo de celui qui va devenir le bébé le plus recherché de France. On y voit Martin dans un petit manteau blanc orné d'un ruban tressé bleu. Le nouveau-né a les cheveux bruns et les yeux noisettes. C'est cette photo qui a illustré son faire-part de naissance. Le cliché de Martin est affiché sur les murs de tous les établissements spécialisés dans l'accueil des enfants. Et c'est une première en France. Les gendarmes vont aussi transformer la salle du conseil municipal en grande salle d'interrogatoire pour recueillir des témoignages en grand nombre. Et rapidement, ils cherchent à confirmer le récit d'un groupe d'adolescents qui, le jour même, a vu le conducteur d'une berline noire demandant la direction de la place Saint-Pierre. Pour rappel, la famille Moulinier habite au 2 de la rue Saint-Pierre. Aucun des enfants ne se souvient de la plaque d'immatriculation. Le vendredi 25 février, 11 jours après le drame, le père de Martin va s'exprimer pour la première fois dans la presse. Il dit « Je pense que Martin est encore vivant. Je passe mes journées et mes nuits à y penser et je n'ai pas la solution. » On lui demande alors s'il pense être victime d'un acte de vengeance et il répond « J'ai tenté de tout analyser. On n'est jamais à l'abri d'un doute, mais je ne pense pas avoir d'ennemi qui ait voulu saboter ma vie. » L'enquête piétine donc. Le lundi 8 mars, sur commission rogatoire internationale, un groupe d'enquêteurs s'envole pour l'Italie, les Pays-Bas et en Suisse pour explorer la piste de la grosse cylindrée foncée qui est une des seules que détiennent les enquêteurs et cette cylindrée a été aperçue par les enfants du village. Il reste un petit détail fourni toujours par les mêmes collégiens qui va tout changer. L'homme en question, celui qui était au volant de cette voiture, avait un fort accent alsacien quand il a demandé son chemin. Pendant les 34 heures de garde à vue au cours desquelles Patrice Moulinier a été entendu comme témoin numéro 1, les gendarmes lui avaient demandé de fournir une liste de personnes susceptibles de lui en vouloir. Et le nom d'un certain Jean-Marie von Matt y figure. C'est un marchand de biens alsacien que Moulinier a fréquenté il y a des années, au début des années 90, alors qu'il vivait en Dordogne. L'homme était réputé alors pour son train de vie, son caractère irascible et sa passion des chevaux et des armes. Il côtoyait les clubs de tir de la région et c'est là qu'il a rencontré par hasard Patrice Moulinier. Ils se sont bientôt fréquentés et c'est souvent au château des von Matt que les deux couples se retrouvaient. Bingo! À Genève, les gendarmes retrouvent la trace d'une Opel Vectra louée entre le 13 et le 17 février par Jean-Marie von Matt. Les gendarmes saisissent la voiture et les soupçons bientôt se confirment. Il y a des traces de sang dans la voiture. Les analyses confirment malheureusement la mort du bébé car ces traces de sang appartiennent bien à Martin. Une comparaison ADN est formelle. Les enquêteurs vont aussi retrouver sous la moquette de la voiture une douille de calibre 22 long rifle, correspondant exactement aux mêmes munitions utilisées le 14 février par le tueur. Donc, logiquement, les enquêteurs en déduisent que le bébé pourrait lui aussi avoir été tué par balle. Les enquêteurs vont alors visiter le château qu'a occupé von Matt. Ils ont remarqué un tas de cendres fraîches et ont saisi une partie de ces cendres pour les examiner.
Il pense que Jean-Marie von Matt a tué le bébé et s'est déplacé dans le parc de son ancien château pour brûler le corps du nourrisson. Mais pourquoi tout ça ? Qui est Jean-Marie von Matt ? Depuis son départ pour les États-Unis en 1997, Jean-Marie von Matt a laissé l'image d'un homme énigmatique. Barricadé dans son château, il n'aimait pas que l'on vienne à l'improviste et entretenait des relations ombrageuses avec le voisinage. Il préfère la compagnie de ses chevaux et de sa meute de chiens. Dans ses attitudes, il prend les gens de haut. La vie au château des von Matt paraît néanmoins austère aux riverains. Les gendarmes découvrent que les signes de richesse cachent en vérité des difficultés à boucler les fins de mois. Par exemple, le château n'est pas chauffé et les hivers y sont glacés. Un beau jour, et sans prévenir, ils partiront à la cloche de bois, comme on dit, pour la Floride où vit l'un de leurs fils. Ils abandonnent donc leurs amis comme leurs ardoises. Les gendarmes ne sont pas au bout de leur découverte. La vie américaine s'écoule ainsi pour eux jusqu'au 12 décembre 1999, jour où sa femme, Simone, meurt d'une rupture d'anévrisme. Son mari, Jean-Marie, va devenir encore plus irascible. L'un des 3 fils va même s'en ouvrir à d'autres membres de la famille. Il craint que son père veuille solder de vieux différends en France, maintenant que sa femme est décédée. Début mars, alors que les gendarmes sont sur la piste d'un homme à l'accent alsacien en France, de l'autre côté de l'Atlantique, un détective est appelé pour un suicide à Miami Beach. Il a l'habitude de ce genre de dossier, mais là, il n'a jamais rien vu d'aussi impressionnant. Alerté vers 11h du matin par le responsable de la sécurité, il arrive très vite. Le gardien lui parle d'une mauvaise odeur au 6e étage. Le détective monte, force la porte d'entrée et découvre alors un corps en état de décomposition. C'est celui de Jean-Marie von Matt. Il ne sait pas qu'une enquête française va bientôt amener des gendarmes dans cet appartement, mais il sait ce qu'il voit, et c'est hors norme. Il décide alors de relever les moindres détails de la mise en scène. Jean-Marie von Matt, a préparé son suicide et le décorum qui l'entoure avec soin, traduit d'une volonté de grandiose. Son corps est tout au fond du logement, en enfilade face à la baie vitrée et au balcon qui donne sur l'océan Atlantique. Il est affalé sur le côté. Il porte une chemise noire, pantalon noir, mocassins, chaussettes, tout est uni noir. Von Matt gît dans une mare de sang sur une toile cirée dépliée par terre. L'homme s'est tiré une balle sous le menton. Le salon a été transformé en une sorte de chapelle ardente à la mémoire de sa femme. Des dizaines de photos ornent les murs. Au dos d'une de ces photos, un mot : « Je serai bientôt près de toi ». Pour les policiers, le suicide ne fait aucun doute et le mobile est évident. Von Matt ne supportait pas la mort de sa femme. Aucun de ces petits mots n'est en revanche consacré à son voyage à Flavin. Mais un élément va permettre d'expliquer beaucoup de la tuerie de Flavin. Au début des années 90, au château de Campagnac, Simone aurait eu une liaison avec Patrice Moulinier. Curieusement, c'est Jean-Marie von Matt qui a été à l'origine de ce triangle amoureux. Et les 3 amants se sont fait alors une promesse. On se retrouvera ensemble au paradis. À la mort de Simone, curieusement, von Matt a appelé Moulinier pour lui annoncer la nouvelle, mais il lui dira alors de ne pas donner suite à cette promesse. Moulinier a été surpris de cet appel, et surtout surpris qu'il l'appelle pour lui demander de renoncer à un serment qui n'est qu'une très vieille histoire dans son esprit, lui qui a totalement refait sa vie. Alors, pourquoi ? Pourquoi ? Cette question n'aura de cesse de hanter tous les témoins de cette affaire de Flavin. Patrice Moulinier devra se contenter de l'explication selon laquelle un délire mystique a poussé Jean-Marie von Matt à tuer son épouse et 2 de ses enfants pour se venger de celui qu'il avait lui-même poussé 15 ans auparavant à avoir une liaison avec sa femme. Dans un instant, nous revenons sur l'enquête de la tuerie de Flavin et ce mystérieux crime mystique. À tout de suite sur Sud Radio avec notre invitée Johanna Rosenblum. Sud Radio, l'affaire dans l'affaire, Stéphane Simon. Retour dans l'affaire, une émission en partenariat avec la revue trimestrielle Affaires criminelles dont le rédacteur en chef... bientôt. Eh oui, apparaître bientôt. Merci Victor d'être là. Jean-Marie Bordry, merci de nous accompagner. Avec plaisir. Et Adrien Pelletier, merci de vos expertises éclairées.
Avec nous, Johanna Rosenblum, notre invitée, psychologue, clinicienne, que l'on retrouve souvent aussi sur BFM, chez nos amis d'affaires suivantes, en particulier, vous les saluerez de notre part. Avec plaisir. Dans cette affaire, Johanna Rosenblum, on est frappé par l'horreur des 3 meurtres et les motivations du meurtrier. Un vrai carnage, avec le meurtre d'un bébé de 5 semaines, d'une compagne, de la plus jeune des filles de Patrice Moulinier, qui n'a jamais connu ce meurtrier, évidemment, et puis des mises en scène morbides, des aspirations mystiques, des vagues promesses de paradis. Qu'est-ce que cette affaire raconte tout d'abord ? Double infanticide, un féminicide, on est vraiment dans un crime plus que macabre, prémédité et avec beaucoup de clivage dans ce récit parce qu'il y a à la fois cette perte de sang-froid et ce passage à l'acte sordide et à la fois toute l'organisation que ce massacre a d'une nécessité puisque le criminel vient de l'autre côté de l'Atlantique, parce que l'histoire date depuis, la connaissance qu'il avait de Patrice date depuis des années 90, disons plus de 15 ans plus tôt. Voilà, 90, un homme qui est endeuillé fraîchement, qui lui-même a des enfants et qui pourtant est capable d'en tuer 2 autres. Donc il y a plein de clivages, de choses qu'on a du mal à comprendre, du mal à cerner de cette personnalité et de son mobile. Alors, est-ce que c'est assez fréquent, ces couples qui n'arrivent pas à se survivre, à survivre à la disparition de l'un des deux, ce mari ou femme, peu importe. Est-ce que c'est fréquent, ces espèces de suicides? Alors, évidemment pas les assassinats, mais... Alors, fréquent au point d'un passage à l'acte, ça reste quand même très rare. On sait notamment que lorsqu'il y a des crimes au sein d'une famille, dans 30 à 40% des cas, le criminel va finir sa cavale par un suicide. Donc ça, on connaît. En ce qui concerne les deuils et les séparations conjugales, il y a assez fréquemment des décompensations psychologiques. Et c'est ce qu'on appelle souvent, par la suite, les violences vicariantes. Vous savez, quand un homme on entend souvent ça dans les faits divers, quand un homme ne supporte pas avoir été quitté par sa femme, il va s'en prendre, par exemple, aux enfants. Et bien là, on a un homme qui va s'en prendre à Patrice parce qu'il ne supporte pas que sa femme soit décédée, il ne supporte pas son veuvage, donc il fait payer à un autre membre de son entourage sa souffrance. Alors, je voudrais qu'on se dise un mot de ces promesses d'amour aussi, ce côté fusionnel. Ça peut être très dangereux, finalement. Oui, alors je ne sais pas si là, on est plus dans la promesse d'amour que dans la promesse mystique et théologique de « on se retrouvera dans l'au-delà ». Si un est amené à disparaître, les 2 autres doivent le retrouver impérativement. Donc, je ne sais pas si on est dans la preuve d'amour ou dans le délire mystique. Malheureusement, le suicide du criminel prive tout le monde, y compris les survivants, d'explications et de réponses. Oui. Alors, on peut revenir d'un mot sur la solitude de cet homme, Jean-Marie von Matt. Est-ce que c'est cette solitude qui explique sa lente dérive où il y a quand même quelque chose de en soubassement? Oui, complètement. Les décompensations et les passages à l'acte macabre, ils sont toujours plurifactoriels. Dans les médias, on a tendance à ultra simplifier et faire du sensationnalisme en disant il a décompensé parce qu'il est veuf, il a décompensé parce qu'il jouait trop aux jeux vidéo. Si on prend des crimes plus récents, en vérité, c'est beaucoup plus complexe. La psyché est beaucoup plus complexe. On ne passe pas à l'acte du jour au lendemain. Il y a forcément un faisceau d'indices, un faisceau de situations et d'événements qui ont créé cette personnalité capable par tristesse, par certainement un trouble de la personnalité, par vengeance, de commettre ce double homicide et ce féminicide. Victor, le meurtrier Jean-Marie von Matt, dans la mise en scène de la chapelle ardente qu'il organise pour sa femme juste avant son suicide, on sent la foi ardente. Le meurtrier donne l'impression d'un homme plutôt pieux, curieusement. Il faut quand même rappeler que l'Église catholique condamne le suicide et évidemment condamne le meurtre surtout. Alors comment expliquer cette équipée sauvage, cette fin sacrificielle C'est vrai qu'il y a beaucoup de zones d'ombre dans cette affaire. Il y a un autre élément aussi qu'on peut citer, c'est dans le cercle de cendres qui est dessiné par Von Matt avec les cendres du bébé de Martin. Les enquêteurs ont retrouvé la présence d'1 kilo de gros sel, ce qui est utilisé notamment dans sorcellerie à des fins de purification, ce qui fait écho encore une fois à l'étrangeté du plan criminel de Von Matt. Donc il y a énormément de zones d'ombre. L'enquête n'a toutefois
fait apparaître aucun lien entre les époux Van Matt et un quelconque mouvement religieux ou ésotérique. Et on peut dire effectivement, vous l'avez dit, que Jean-Marie Van Matt a mis en scène son suicide de manière méthodique, pour ne pas dire de manière très ritualisée. Il était entièrement vêtu de noir, des pieds à la tête. Il a pris soin de tirer une toile cirée par terre avant de se tirer une balle sous le menton. Le salon de l'appartement, effectivement, était aménagé en chapelle ardente à la mémoire de sa femme. Des dizaines de photos de son épouse sont scotchées au mur. Des photos de leur vie commune, mais aussi des photos de ses funérailles, des funérailles de sa propre femme sont scotchées au mur. Et au dos de ces photos, vous l'avez dit dans votre récit, il a rédigé ces quelques mots: « Je serai bientôt près de toi ». Johanna, ça vous inspire quoi d'autre? Oui, cette mise en scène macabre qui est très théâtrale finalement. Elle a plusieurs vocations. D'abord, évidemment, elle témoigne d'un grand désarroi et d'un grand basculement au niveau de la santé mentale de ce criminel. Elle montre aussi sa faculté à priver les personnes de réponses, à devoir se justifier, à devoir répondre de ses actes. Et enfin, le troisième message, c'est qu'il inverse la culpabilité. C'est que d'un seul coup, il ne devient plus le criminel, mais la victime de la perte de sa femme, de cet ancien ami qui a entretenu une relation conjugale avec elle malgré son accord. Donc finalement, il est la victime qui est obligée d'aller jusqu'au suicide car il ne supporte pas sa peine. Bien, dans un instant, on va continuer évidemment de parler de cette tuerie. On va retourner à Flavin, ce village de l'Aveyron. On va se demander ce qu'est devenu aussi Patrice Moulinier. Et nous allons donner la parole à un témoin de la première importance, puisqu'il c'est le premier à avoir, au moment des faits, vu la scène de crime. Il sera avec nous dans un instant. Enfin, en tout cas, on l'espère. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, l'affaire dans l'affaire, Stéphane Simon. Retour dans l'affaire, une émission en partenariat avec la revue Affaires criminelles, le trimestriel, avec Victor Lefebvre, son rédacteur en chef. Bonjour, merci d'être là. Jean-Marie Bordry, la voix des matinales du week-end. Bonjour à vous, mon cher Stéphane. Adrien Pelletier, notre expert en communication. Bonjour Stéphane. Merci d'être là aussi. Et Johanna Rosenblum, psychologue clinicienne, qui nous apporte ses éclairages sur cette affaire terrible de Flavin, cette tuerie de Flavin qui a eu lieu en février 2000, une affaire qui remonte donc à 25 ans. Nous avons la chance d'être en ligne avec André Laporte, un agent de la mairie de Flavin, qui a été un des premiers témoins à avoir découvert la scène de crime. Monsieur Laporte, vous m'entendez ? Je vous entends très bien. Parfait. Alors évidemment, on a envie de vous demander quels sont vos souvenirs il y a 25 ans. Qu'est-ce que vous vous souvenez après tant d'années ? Après tant d'années, le souvenir il reste le même. Hein. On a toujours cette scène devant les yeux. Hein. Ouais. Je me rappelle comme si c'était hier. Hein. Ouais. C'est moi qui étais témoin numéro 1. C'est moi qui ai trouvé tout le monde. Hein. Ouais. Et bon, j'avais pas de cheveux blancs, je suis tout blanc maintenant. Non, mais j'imagine qu'il y a effectivement une force, une puissance quand on arrive comme ça sur une scène d'une telle abomination. On a dit que Patrice Moulinier était arrivé le premier sur la scène. Vous êtes avec lui ? Patrice Moulinier est arrivé le premier. Ouais. Puis après, il cherchait du secours parce qu'il cherchait son bébé qui était né il y a 2 mois, là, Morgane. Ouais. Et il a demandé du secours dans la rue. Et comme moi, j'habite juste en face à la maison du crime. Ouais. C'est mes plus proches voisins. Et j'ai été porté secours. Ouais. Bien sûr. Je suis rentré dans cette maison avec une autre personne qui connaissait Patrice Moulinier. Et j'ai trouvé la scène. Ah oui. Pas au premier étage, mais à la chambre au-dessus. Oui. La chambre au-dessus qui était occupée, je crois, régulièrement par l'épouse de... Oui, elle était en train de faire le lit et tout. Elle était avec sa petite fille qui a 12 ans, de son premier mari, oui. Ouais. Et j'ai trouvé la maman allongée sur le lit et la petite avec une balle dans le front. Ah, ok. Ouais. Et les 2 mains sur les yeux.
Alors évidemment, cette affaire a perturbé totalement la vie du village. Le village s'est mobilisé, on l'a raconté également. Il y a eu un effort extraordinaire des enquêteurs pour rassembler tous les témoins possibles. Et puis il y a ces jeunes qui se souviennent de cette voiture berline foncée. Oui, berline foncée. Déjà, les jeunes du village, quand ils ont appris ça, tout le monde s'est barricadé un peu. Allez. Parce qu'on vit un peu dans la campagne, il y a un peu de campagne à côté. Les gens ne fermaient pas les portes chez eux, mais tout le monde s'est barricadé à la fin. Oui, évidemment. Attendez une seconde. Non, je vous en prie. Évidemment, c'est un réflexe bien compréhensible de se barricader quand il y a un danger imminent comme ça. Hein, ça paraît tout à fait légitime. Oui, puis il s'est écoulé un certain temps avant que effectivement le criminel soit identifié plus tard par les enquêteurs. Ouais. Alors, évidemment, on aimerait savoir, si vous êtes toujours avec nous, Monsieur Laporte, on aimerait savoir comment le village a réussi à je dirais, panser ses plaies, à se reconstruire. Oui, pendant tant qu'on n'a pas trouvé le meurtrier, tout le monde s'est calfeutré, tout le monde avait peur. Et bon, moi, je travaillais à la mairie à l'époque. Et j'ai eu affaire à la PJ de Toulouse et de Montpellier. Et comme je connaissais le village, ils m'ont demandé si je connaissais quelqu'un dans le village capable de faire une telle affaire. Bien sûr. Et puis après, bon, on l'a trouvé plus tard, mais les gens du village, ils se sont renfermés pendant quelques années. Tout le monde avait peur, tout le monde se regardait. Qui c'est qui est capable de faire ça et comment ça se fait que c'est un Flavin. On s'est mis à avoir des soupçons pour ses voisins, par exemple. Oui, pas mal de soupçons et après, bon, les gens avaient peur. Ouais. Alors, Monsieur Moulinier, il faut en dire un mot. Patrice Moulinier, c'était quelqu'un de connu, peu connu. Ça faisait peu de temps qu'il était. Il était frigoriste. Hein. Il était frigoriste. Le matin même, il était au centre Leclerc à Rodez. Ouais. Et le 14 février, c'est la Saint-Valentin. Il est revenu avec un bouquet de roses, son épouse. Je peux vous le dire parce que je revois la scène comme si c'était aujourd'hui. Ouais. Et c'était bon, puis après, au départ, je crois que c'était lui qui avait fait un coup comme ça, mais puis après, non. Ils étaient installés depuis peu dans le village. Auparavant, ils étaient. Non, ça fait 3-4 mois qu'ils étaient dans le village. 4 ou 7 mois. 4 ou 7 mois et la dame, sa femme, on la connaissait parce que c'était notre voisine et tout. On n'avait pas bardé avec elle. On la connaissait bien. Ils étaient charmants. Oui, elle était très gentille, une dame très gentille et tout. C'est une Espagnole, elle est espagnole, je crois. Tout à fait. Alors Flavin, on connaît pas Flavin. C'est un très joli village avec une église, évidemment totalement j'allais dire peu habitué à ce genre d'horreur. Heureusement, bien sûr. On a envie de savoir comment est-ce que le calme est revenu après la découverte du meurtrier. Oui, ça a été l'histoire de quelques années, là. Puis après, le calme est revenu et bon, il y a eu des manifestations dans le village qui ont fait tout oublier quand même. On arrive à oublier. À part la personne qui l'a vécu, après les autres, il faut le vivre. Après, les gens, ils oublient. Hein. Et justement, Patrice Moulinier. À part moi qui ai trouvé la scène, après les gens. Alors justement, qu'est devenu Patrice Moulinier? Est-ce qu'il a réussi à vivre au village encore? Non, il est parti de suite. Hein. On l'a pas revu. Hein. Ah oui. Il est revenu quelques mois après, mais après on l'a plus revu. Hein. Et on l'a pas revu. D'accord. Alors, et vous, Monsieur Laporte, vous y pensez encore régulièrement, sans que des journalistes vous appellent pour en parler? Ah oui, moi j'habite juste en face à la maison et je la vois tous les jours, cette maison. C'est un traumatisme en quelque sorte. Oui, bon, j'ai mis des cheveux blancs, je me suis fait suivre par un docteur au départ.
Ouais. Bon, on arrive à oublier, mais bon. Mais les images, ça ne passe pas. Hein. Bien sûr. Alors, Monsieur Laporte, justement, on tient particulièrement à vous remercier d'avoir accepté de nous raconter ce que vous aviez découvert et puis surtout ce qu'est devenu Flavin depuis cette épouvantable tuerie. Oui, mais Flavin, depuis le temps, il y a des générations, Flavin s'est agrandi et tout s'est oublié. Hein. Plus ou moins, ça s'oublie quand même. Ben, merci. On était 1000 habitants il y a 25 ans, maintenant on est 2400. La vie a repris ses droits, comme on dit. La vie a repris ses droits, tout à fait. Ben, merci beaucoup, Monsieur Laporte, de votre témoignage. Victor Lefebvre, je voulais vous demander quelques indications. Patrice Moulinier, il va être entendu dès le départ parce que... Oui, dans un premier temps... Comme c'est le cas dans ce genre d'affaires, évidemment, on s'intéresse aux proches et notamment à celui qui a découvert la scène de crime, donc Patrice Moulinier. Il a fait 34 heures de garde à vue tout de même. Il est considéré donc comme l'un des suspects dans les premiers temps de l'enquête. Les tests scientifiques opérés sur ses mains et sur ses vêtements n'ont décelé aucune trace de poudre. C'est la technique du tamponnage. Mais il est dans un tel état de choc et de sidération qu'un médecin doit l'aider à s'exprimer et il ne peut s'exprimer pendant le temps qu'à l'écrit. Donc on peut imaginer la double peine pour Patrice Moulinier de découvrir cette scène atroce, de perdre tous ses proches et d'être en plus considéré comme l'un des premiers suspects. Johanna, justement, on parle de Patrice Moulinier. Comment on peut traverser une épreuve aussi difficile dans sa vie? Comment est-ce qu'on peut espérer s'en relever? Est-ce qu'on peut s'en relever, tout simplement? C'est une très bonne question. On ne traverse pas un événement à caractère traumatique. De la même manière que Monsieur Laporte explique comme si c'était la semaine dernière le récit de ce qu'il a vécu il y a 25 ans, on ne se relève pas d'un tel deuil et d'un tel drame. On apprend à vivre avec. Pour ceux qui arrivent à vivre avec. C'est en fait un phénomène de survie, sachant que tous les syndromes de stress post-traumatique reconvoquent l'événement régulièrement avec des flashbacks, des souvenirs, des cauchemars, des sensations très très fortes. Donc c'est certainement une personne qui est marquée, hantée à vie par ce qu'il a traversé. Il n'a pas de réponse, il n'y a pas de justice qui est possible puisque le criminel s'étant suicidé, il y a une extinction. Extinction des poursuites, donc il n'aura pas de réponse, il ne pourra pas se réconforter en se disant que le responsable de ce massacre est en prison. Donc c'est un exercice de survie très compliqué. On voit qu'il n'a pas pu, il n'a pas évidemment eu la force de vivre dans la maison qui était la maison de son bonheur, de son jeune bonheur, avec sa compagne et son bébé. Et puis il a dû quitter même carrément le village. Oui. Et c'est probablement que se retrouver dans une forme d'anonymat a contribué à son chemin. Donc c'est quelque chose qu'il faut respecter. Absolument. Dans un instant, on va parler de la manière dont les médias et l'opinion ont réagi à cette tuerie de Flavin avec Adrien Pelletier. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, l'affaire dans l'affaire, Stéphane Simon. Retour dans l'affaire, votre émission en partenariat avec la revue trimestrielle Affaires criminelles pour regarder l'actualité judiciaire. Et cette semaine, nous parlons de l'affaire de la tuerie de Flavin. Avec Victor Lefebvre, rédacteur en chef. Rebonjour Stéphane Simon. Jean-Marie Baudry, la voix des matinales. Toujours là. Adrien Pelletier, expert en communication. Et notre invitée, Johanna Rosenblum, psychologue clinicienne, que l'on retrouve souvent avec nos amis de BFM, notamment dans Affaires suivantes. Alors, je vous le disais, on parlait de l'affaire de la tuerie de Flavin, un triple meurtre, un suicide, un mystère, avant de découvrir que c'est un véritable crime mystique. Adrien Pelletier, comment les médias ont accueilli cette affaire il y a 25 ans? Alors, on est à l'an 2000. En 2000, lorsque l'affaire éclate, les réseaux sociaux n'existent pas, les médias en ligne non plus, donc ça limite évidemment considérablement l'empreinte, la notoriété de l'affaire et même sa pénétration dans tous les foyers français, qui évidemment auraient été tous touchés par une affaire. Vous avez raison de rappeler que aujourd'hui une affaire, elle se suit presque en immédiateté sur les réseaux sociaux. Amplification énorme. Il y a les médias en ligne qui actualisent très rapidement ce que faisaient à l'époque les dépêches AFP, mais donc la caisse de résonance est vraiment démultipliée, ce qui n'était pas le cas à l'époque. Bien que les JT en aient parlé, mais sur l'année, une petite centaine de sujets ont été consacrés à l'affaire. Près de la moitié sont des dépêches AFP qui actualisaient à chaque fois les enquêtes qui leur étaient fournies. Ce qui est finalement assez classique pour l'époque, avec des affaires qui restent dans la lumière aussi longtemps que des émissions leur consacrent des sujets année après année. Ce qui est le cas particulièrement en 2025, cette année, puisque ça marque les 25 ans de l'affaire, et d'une affaire qui, si elle a livré sa vérité, n'a jamais fait la lumière sur les mystères qui entourent toutes les motivations du meurtrier. En revanche,
on observe quelque chose d'assez étonnant, un arrêt net de la couverture média dès 2021, puisque dans ce cas précis, le suicide classe l'affaire sans suite à la fin des années 2000, et que l'absence de procès empêche une médiatisation au long cours. Et il faut dire aussi qu'une autre affaire, l'affaire de la disparition du docteur Godard et de sa famille, continuait de livrer son lot de révélations dans le même temps. Et elle a pu vampiriser aussi cette affaire qui avait été arrêtée. Ouais, on peut remarquer aussi, Victor, la rapidité quand même de l'enquête. Il faut de temps en temps saluer les services de police ou de gendarmerie. Là, ils ont extrêmement bien travaillé. Et retrouver la trace effectivement du criminel. Ouais, Jean-Marie Van Maat. Adrien, cette histoire de couple qui décide de finir leur vie en même temps, c'est un phénomène récurrent? Oui, ce genre de fin à deux n'est pas nouveau. C'est un concept assez shakespearien qui remonte même à la mythologie. Donc rien de nouveau. Maintenant, on observe effectivement par la voie des faits divers, mais aussi celle des forums, des témoignages, une tendance qui a émergé dans les années 2000 pour ce qu'on appelle le pacte suicidaire, qui est une tendance qui n'a rien à voir avec cette affaire, mais qui est symptomatique des tourments d'une époque, et notamment de l'émergence d'Internet, qui rendait ce genre de projet concrétisable, en particulier par des adolescents, en quête, je cite, d'un double narcissique, comme l'expliquait à l'AFP en 2005 un psychiatre qui était interrogé sur ce phénomène. Et Johanna peut-être aura quelque chose à dire sur ce sujet, mais terminez. Mais les années 2000 sont aussi marquées par des vagues de suicides collectifs, que ce soit par des sectes, comme en Ouganda, on s'en rappelle, ou encore à travers de nombreux cas au Japon, en Grande-Bretagne et même en France, au sein de différentes familles. Et enfin, des histoires de pactes suicidaires et même meurtriers, qui sont assez similaires à l'affaire Flavin, sont régulièrement recensés. On se rappelle en 2022 d'un père de famille qui était jugé dans l'Hérault pour le double homicide, celui de sa femme et de sa fille, et qui a admis qu'il s'agissait en fait d'un pacte suicidaire qu'il n'a pas eu le courage de mener. Aussi un suicide collectif d'une famille française en Suisse qui a fait parler la même année. Donc c'est quand même un phénomène qui revient régulièrement au sein des familles. Avant de vous passer la parole, Adrien, le mysticisme dans tout cela, est-ce que c'est un cas exceptionnel de ce que l'on peut appeler un crime rituel, où on est quand même un peu loin du crime rituel? Non, alors l'aspect mystique, voire même ésotérique que Jean-Marie Van Maat a donné à son suicide est là aussi très mis en scène, il paraît presque fictionnel, mais là aussi, les suicides, voire les meurtres organisés dans une dimension mystique sont multiples. On pense à l'affaire Ligonnès. Lorsque Xavier Ligonnès a enterré sa famille sous sa terrasse avec des icônes saintes, mais aussi certaines sectes, encore une fois, comme l'ordre du Temple solaire, qui avait fait parler de lui il y a 30 ans, avec des procédés de suicide d'ordre spirituel. En revanche, l'aspect rituel, c'est encore autre chose qu'il ne faut pas forcément confondre. C'est cette notion qui est de plus en plus recensée dans l'actualité, notamment via l'apportation de procédés de sorcellerie. On se rappelle notamment des révélations concernant le footballeur Paul Pogba, qui avait fait parler aussi d'influenceurs qui avaient été accusés de faire appel à des marabouts. Donc voilà, là on retrouve pas cet aspect vraiment rituel comme on l'entend en sens médiatique, et surtout il n'y a pas cet aspect sacrificiel qui a été prouvé. Sauf que dans cette histoire-là, on a l'usage par exemple de gros sel. On ne sait pas ce que ça vient faire ici, à côté des cendres de la pauvre petite victime. Enfin, le cercle de cendres. C'est un cercle de cendres. Enfin, c'est une mise en scène quand même particulièrement. Moi, j'ai une question à vous poser. C'est quoi la définition d'abord, pour la psychologue que vous êtes, du délire mystique, et surtout qui peut y être suspect? Y être sujet, pardon. En fait, le délire mystique, c'est un symptôme qu'on peut retrouver chez les personnes schizophrènes, chez les personnes qui souffrent d'un trouble de la personnalité comme la paranoïa ou la personnalité narcissique, chez les personnes qui ont des addictions. Parfois, il y a des délires mystiques. Et c'est vrai que dans le récit de cette histoire, on a quand même des éléments, des dérives sectaires. Cette espèce de pacte, si l'un meurt, les deux autres doivent se retrouver dans l'au-delà. La mise en scène théâtrale complètement ésotérique du suicide, avec un décor qui rappelle un mausolée, avec des symboles complètement ésotériques qu'on retrouve dans les romans de vampires. On a quelques indices de narcissisme là, par exemple, très clairement. De narcissisme, de paranoïa. Et puis quelque chose de l'ordre de ces dérives sectaires, du sacrifice, du sacrificiel, du je décide de la vie ou de la mort de l'autre. C'est le sens de ma question. Quand on parle de dérive sectaire, on parle d'un groupe. Est-ce qu'il est déjà arrivé que quelqu'un soit sujet à une dérive sectaire tout seul, en fait, dans son propre intérieur? Si vous voulez, dans une dérive sectaire, il y a un leader qu'on appelle souvent le gourou, qui a la décision de vie ou de mort sur les. Sauf que là, on n'a pas de disciples, on a des victimes. Oui, mais lui.
C'est ça. Lui, Jean-Marie Von Matt, c'est lui qui décide en fait de traverser l'Atlantique, de louer une voiture, de qui doit mourir, qui doit rester en vie, qui doit mourir avec un long rifle ou qui doit être brûlé, comment est faite la mise en scène, à quoi... On l'a dit, d'ailleurs on l'a rappelé, c'est une personnalité qui regarde un peu les autres de haut, qui parle fort, qui en impose aux autres. Donc, oui, et puis qui avait une vie un peu à la dérive, qui commençait à se marginaliser, qui était alors... Je sais pas si c'était pour des soucis financiers ou par marginalisation, par paranoïa, vivait l'hiver sans chauffage, avait des problèmes de contact avec ses propres enfants, avec qui il s'est un petit peu réconcilié. Enfin, on sent qu'il y a quand même une dérive, une marginalisation. Après, on peut se demander s'il n'y avait pas certaines croyances ésotériques auxquelles il avait fait allégeance, ou j'en sais rien, mais il y a une part comme une sorte de part de foi en quelque chose d'assez étonnant. De dérive sectaire, ça fait quand même penser à ça. Ouais, absolument. Bien. Et sans parler d'ailleurs sans faire de psychologie de comptoir, mais le fait qu'il supprime justement toute la famille de Patrice Moulinier sans le tuer lui-même, il le laisse donc veuf et il le prive de ses 2 enfants. Est-ce que on se retrouve pas par effet miroir, il laissait pas de le mettre dans la même situation dans laquelle lui-même a été placé en se retrouvant mais complètement, veuf. C'est le principe de la violence vicariante, c'est que je vais réussir par tous les moyens à t'imposer au moins autant de souffrance qu'à moi, voire plus. Ouais. Et c'est terrible parce que ce pacte, on l'a rappelé, ce pacte amoureux à 3, c'est ce fameux Jean-Marie Von Matt qui l'a accepté, qui l'a poussé même, qui a poussé Monsieur Moulinier dans cette affaire. Et finalement, il lui aura fait le reproche. Exactement, complètement machiavélique, mais aussi extrêmement immature. Ouais. Extrêmement immature de voir que en plus le point de bascule c'est le décès par rupture d'anévrisme de sa femme, donc vraiment une mort quasi accidentelle. Et puis il cherche un sens, il cherche un responsable, comme si ce responsable, une fois mis dans les abysses de l'enfer, pourrait ressusciter sa propre femme. Quelque chose de très délirant et de très immature. Très délirant, absolument. Merci beaucoup à tous d'avoir été là. Merci à nos auditeurs. Je rappelle que vous pouvez soutenir la revue Affaires criminelles en allant sur le site affaires-criminelles.fr. Merci Johanna d'avoir été avec nous. Toujours un bonheur de vous retrouver. Vous pouvez retrouver notre émission sur la chaîne YouTube de Sud Radio, bientôt au million d'abonnés. Et on vous en remercie. Et on vous en remercie 1 million de fois. La semaine prochaine, on se retrouve aux mêmes horaires pour une nouvelle affaire. Tout de suite, Alain Marty nous amène sur les routes des vins de France, sans transition. En toute modération, en tout cas, juste après les informations. Allez, à tout de suite sur Sud Radio. Merci.